Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, tous nos amis membres des clubs DRH, directeurs financiers, directeurs juridiques, mais également directeurs de l'expérience client. Je suis ravi d'être avec vous pour parler d'un sujet qui nous est cher et qui nous est important. Pour présenter notre invité, eh bien, il a travaillé 10 ans pour la Banque Centrale Européenne comme principal économiste pour préparer entre autres les recommandations de politique monétaire, puis 10 ans comme chef économiste chez Goldman Sachs, et puis dorénavant, eh bien, il est rapporteur général du Conseil national de productivité. Avec lui, on va parler des perspectives économiques pour 2025 et au-delà. Alain Duré, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Pour vous rappeler un peu le process de cette émission, de cette visio, durant 30 minutes, on va échanger ensemble sur les tendances économiques actuelles, puis on se projettera sur 2025 avant d'évoquer les principaux risques à court, moyen et long terme. Ensuite, on passera dans les fameuses rooms avant de se retrouver aux alentours de 19h et jusqu'à 19h15 pour 15 minutes tous ensemble pour poser vos questions à Alain Duré. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Alain, si vous pouviez nous expliquer plus concrètement ce qu'est le Conseil national de productivité, de qui il dépend et vers qui il remet ses analyses, ses rapports. Alors, le Conseil national de productivité contient 15 membres et a vu le jour en 2018 à la suite d'une recommandation de la Commission européenne qui demandait ou qui recommandait fortement aux pays de la zone euro d'avoir un conseil qui finalement suit en temps réel l'évolution de la productivité et de la compétitivité. Donc ça intervient dans tout le processus de convergence économique, d'analyse de convergence économique. La France a voulu être un bon élève en étant le premier pays à installer ce genre de conseil. L'Italie vient d'avoir son propre conseil. C'est ce que j'allais vous demander. Quelques mois. D'autres pays ont suivi. D'autres pays ont suivi, l'Allemagne, l'Autriche, mais pas tous les pays de la zone euro. Et donc, c'est rattaché au service du Premier ministre, mais par décret, les membres sont souverains. C'est-à-dire qu'ils émettent... Je soumets des projets de recherche, ils analysent, ils font des recommandations et il n'y a aucun filtre. C'est leur point de vue et c'est leur indépendance. D'accord. Et c'est vous qui êtes en direct avec le Premier ministre ? Voilà, en tant que secrétaire général, c'est moi qui coordonne le programme de recherche. Très bien. Voilà. Alors justement, on va parler des tendances économiques actuelles. On fait un point ensemble sur le cycle de croissance dans les économies avancées, mais aussi émergentes. Il faut en tenir compte. Ah oui, absolument, surtout qu'en 2025, on reviendra plus, je veux dire, dans une configuration standard ou d'avant Covid, c'est-à-dire qu'on aurait une croissance de l'économie mondiale de l'ordre de 3%, oui, avec plutôt du 2% pour les économies avancées et 4% pour les pays les économies émergentes. D'accord. Qui sont d'un nombre de combien, on estime combien de pays aujourd'hui en économie émergente ? Généralement, on prend les tigres asiatiques, plus le Moyen-Orient, l'Amérique latine. Derrière ce 4%, en fait, on a surtout la Chine et l'Inde qui tirent la moyenne vers le bas, les autres économies étant assez dynamiques. Assez dynamiques. Alors, si on devait décrire les cycles d'inflation actuels, comment on les expliquerait ? Alors, je pense que c'est important de revenir un peu en arrière sur l'année 2023 qui finalement marque un tournant dans les cycles économiques, de croissance économique et d'inflation, puisque finalement on a eu un rebond, comme on peut le voir à l'écran, un rebond, je vais dire technique après les chocs négatifs que l'on a eus en 2022, la crise énergétique qui suivait le conflit Ukraine-Russie, plus les autres risques géopolitiques. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en 2024, on a eu plutôt le rebond de 2023. L'année 2023, finalement, a permis aux économies avancées et émergentes, finalement, que 2024 réduise les déséquilibres macroéconomiques. Et ce qu'on remarque, à l'exception des États-Unis, c'est que la plupart des zones, la zone euro, la Chine
et le monde en général, à l'exception des États-Unis, va aborder l'année 2025 avec des rythmes de croissance en deçà du rythme de croissance qu'on avait enregistré avant la pandémie, c'est-à-dire avant 2020. D'accord. Les États-Unis sont repartis, c'est d'ailleurs lié au dynamisme de leur productivité. Ouais. Les États-Unis sont au-dessus de la tendance 2010-2019 en rythme de croissance, et ça reflète une productivité qui est assez importante. Intéressant, on en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard, suite aux élections, savoir à quoi on peut s'attendre. Alors en parallèle, c'est aussi intéressant, Alain, de faire un point sur la situation du marché de l'emploi aussi. Oui. Alors, c'est là où c'est intéressant de voir un petit peu les différentes économies, parce que derrière cette moyenne mondiale de 3% que j'ai mentionné pour l'année 2025 pour la croissance économique, oui. On a une hétérogénéité assez importante parmi les pays. Ouais. On a une Chine qui continue de décélérer, on a une zone euro qui se stabilise à un point bas, et les États-Unis qui sont toujours en hausse. Ce qui est intéressant dans le cas de la zone euro, à quelques exceptions près, on a un ralentissement économique, mais on a encore un marché du travail assez dynamique. C'est le cas notamment en particulier de la France, mais aussi d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est les moteurs de la croissance en 2025, que sont la stimulation monétaire et budgétaire, eh bien, avec ce marché du travail qui est relativement tendu, peuvent être des facteurs de risque pour l'année 2026. Parce qu'on aurait une inflation peut-être un peu plus importante que prévu, ce qui obligerait les banques centrales à être plus restrictives, ce qui pourrait évidemment casser la croissance, mais pas avant 2026. Et on est en Europe tous plus ou moins alignés sur la même tendance ? Ou la France Non. Alors, de manière générale, quand on regarde le rythme de croissance, comme je le disais, en fait, la plupart des pays de la zone euro seront avec des rythmes de croissance en 2025 plus bas que la tendance d'avant la pandémie. En 2023, on a eu l'exception évidemment d'une récession en Allemagne parce qu'ils ont un modèle productif qui était basé sur l'énergie bon marché et sur le marché chinois qui lui a complètement décéléré. Et ce que l'on voit maintenant, c'est qu'il y a une spécificité française, surtout si on se penche sur l'aspect croissance économique et productivité, qui fait qu'on a plus tendance à stagner que les autres économies qui ont tendance vers la fin de l'année 2024, comme c'est le cas maintenant, à repartir plutôt vers la hausse. D'accord. Mais de manière, évidemment, avec des rythmes de croissance faibles. On a tracé un léger cadre. Quel est le rôle des banques centrales à ce niveau-là? Est-ce qu'il est important? Quel est leur rôle véritablement? Alors, il est très important et je pense que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé par les observateurs et notamment les marchés financiers. C'est que la pandémie étant passée, les chocs récessifs liés aux conditions géopolitiques, crise énergétique et autres, les investisseurs ont tendance généralement à revenir sur un modèle assez standard où on a une banque centrale qui donne la première impulsion monétaire et qui globalement détermine les taux d'intérêt de l'économie. Ce qui est sous-estimé en fait, c'est que depuis la crise de 2007-2008 en zone euro pour la Banque Centrale Européenne, mais aussi la Federal Reserve des États-Unis, c'est qu'elles ont explosé leur bilan, c'est-à-dire qu'elles ont offert de la liquidité dans le marché au-delà des besoins des banques, ce qui a donné lieu à une liquidité excédentaire, qui a tendance à maintenir assez bas les taux d'intérêt. D'accord. Et donc, en fait, c'est là où c'est assez important, c'est qu'on va rester avec cet excès de liquidité qui va faire pression à la baisse sur les taux d'intérêt, au moins jusqu'à fin 2026. D'accord. En tout cas, la Banque Centrale Européenne a annoncé d'ailleurs qu'elle garderait 3 000 milliards d'excédent de liquidité jusqu'à fin 2026. Et donc, en fait, les banques centrales, contrairement au passé,
sont devenus les teneurs de marché de premier ordre. Au lieu d'être le prêteur en dernier ressort, comme on dit toujours en anglais, de last resort, ici, elles tiennent vraiment le marché dans plusieurs classes d'actifs. Et ça, c'est évidemment très important à garder à l'œil, parce qu'il suffirait simplement qu'elles retirent cette liquidité. On pourrait avoir un krach obligataire si c'est trop violent et trop rapide. Elles en sont conscientes. Est-ce que c'est une tendance qui devrait perdurer, justement? Alors, c'est là où on va avoir un peu l'interaction avec la politique budgétaire, parce qu'on est dans des États complètement surendettés, quelle que soit la zone économique que l'on regarde. Et donc, effectivement, la baisse de taux d'intérêt qu'on a aux États-Unis et en Europe en particulier, mais aussi en Chine, est une bonne nouvelle pour les conditions des finances publiques, parce que ça permet de réduire le coût de la dette. Et à contrario, si l'ajustement monétaire est trop violent, c'est évidemment, ça deviendrait, le remboursement de la dette deviendrait insurmontable ou très difficile pour plusieurs économies. Alors justement, on va s'intéresser aux perspectives pour 2025 en matière de croissance économique et d'inflation. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre les économies dites avancées et celles qui sont encore émergentes dont on parlait tout à l'heure? Au niveau de la croissance, oui, comme je le disais, c'est en fait, on revient dans une configuration où la croissance économique mondiale sera davantage tirée par les économies émergentes, alors qu'on a plutôt les économies avancées en phase de stabilisation. Ce qui commente aux deux zones, émergente et avancée, c'est une stabilisation de l'inflation. Donc on a eu un processus de désinflation depuis la fin 2023, et on va se stabiliser à des niveaux de croissance des prix, de l'inflation, relativement faibles dans beaucoup de zones économiques. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un zoom justement plus particulier sur les États-Unis, mais aussi la zone euro et la Chine? Oui, absolument. Alors, les perspectives, quand on regarde un peu le consensus des perspectives, c'est globalement une économie américaine qui a très bien performé en 2024, qui devrait terminer avec un taux de croissance de 3% cette année, et qui se stabiliserait à 2,5% l'année prochaine, en 2025, avec une inflation autour de 2,2% pour l'indice général des prix et 2,6% pour l'inflation sous-jacente. Alors, on y revient, on en parlera peut-être, mais c'est là où le programme, où les mesures que prendront l'administration Trump seront très importantes, parce que ce qu'on remarque, c'est que la Federal Reserve, donc la Banque centrale américaine, baisse actuellement ses taux et devrait encore baisser les taux d'ici la fin 2025 de 100 points de base, ce n'est pas négligeable, alors que quand on regarde l'inflation sous-jacente, 2,6%, ça reste quand même une inflation assez importante. Mais cette croissance de 2,5 est essentiellement tirée par des investissements d'entreprises et une consommation des ménages qui est assez dynamique. A contrario, si je prends l'autre extrême, c'est plutôt les économies émergentes, mais en particulier la Chine, qui, elle, depuis les années 2000, on le revoit à l'écran. On va revenir sur le schéma tout à l'heure. On voit très bien que la Chine, qui est en bas à droite, début des années 2000, avait un taux de croissance à 2 chiffres, et qui en fait a changé au tournant des années 2000 de modèle de croissance, et qui est plus passé sur une croissance qui était basée sur le dynamisme de sa demande intérieure et moins sur les exportations. D'accord. Ce qui explique d'ailleurs aussi que le taux de croissance mondial et des échanges commerciaux en particulier a été aussi divisé par 2. Ralenti considérablement. Et donc la Chine continue de souffrir de la crise de l'immobilier, qui pèse également sur la confiance des ménages, et donc qui devrait se stabiliser à un point bas de pratiquement 4%, entre 4 et 5% fin 2025. Et entre les deux, ce que j'allais vous dire, on a la zone euro. On a la zone euro avec en moyenne un taux de croissance qui serait proche de 1%, une inflation plus basse à 2%, et
mais beaucoup d'hétérogénéité entre les pays. On a des pays comme l'Espagne et les pays du Sud, finalement, qui ont connu des crises assez fortes dans les années 2007, 2008, 2009, qui, elles, ont fait beaucoup de réformes et repartent sur des sentiers de croissance au-delà de 2%. C'est certainement aussi à la Grèce, j'imagine. Voilà, la Grèce, qui se finance d'ailleurs assez bon marché sur les marchés financiers. Et puis, les pays, je vais dire... Les premiers pays fondateurs de la zone euro, Allemagne en particulier, France, resteraient à des taux de croissance autour de 1%. On prévoit 1,2% pour la France. Mais voilà, donc très hétérogène entre les pays. Mais globalement, les pays de la zone euro devraient continuer à être stimulés par... la politique budgétaire et monétaire, puisque la Banque Centrale Européenne devrait encore baisser ses taux pour arriver à 1,75 courant 2025. En termes de change, quelles sont les perspectives? Alors, encore une fois, le consensus est plutôt à une stabilité. Si on prend l'euro-dollar, on serait autour de 1,07, 1,10. Mais évidemment avec des risques plutôt à la baisse, c'est-à-dire que si on a effectivement beaucoup plus de dynamisme en termes de croissance économique aux États-Unis qu'en zone euro, on pourrait avoir encore l'euro qui se déprécie par rapport au dollar. Donc là, tout ça, en fait, le scénario médian, je vais dire, c'est une stabilité de l'euro-dollar autour de 1,07. D'accord. Mais avec des risques qui sont tributaires des tensions potentielles au niveau commercial, protectionnisme Chine-États-Unis, et également la stimulation budgétaire qu'on pourrait avoir aux États-Unis, qui du coup accentuerait l'écart de croissance entre la zone euro et les États-Unis. Pour un scénario médian. Pour un scénario médian. On va aborder maintenant un sujet qui ne va pas forcément nous rassurer, celui des principaux risques demain, après-demain et dans un futur un petit peu plus éloigné, en perspective. Déjà à court terme, quels sont finalement les risques économiques mais aussi écologiques? Alors, je pense que... de mon point de vue, je pense qu'à court terme, le risque est une surchauffe de l'économie aux États-Unis, qui se traduirait par une stimulation budgétaire assez importante. On parle de 8 000 milliards de dollars, et combinée ou couplée avec une baisse des échanges liés au protectionnisme. Ce n'est pas exactement ce qui va être fait dans les faits, mais... On n'a pas encore tout le scénario là-dessus, mais... Oui, une augmentation, je pense qu'un scénario d'augmentation de 10%, entre 10 et 20% des droits de douane pour les produits importés de Chine et de l'ordre de 10% pour les produits importés d'Europe, est un scénario, je pense, à probabilité non nulle. Et donc... Dans ce contexte-là, avec une banque centrale qui baisse ses taux d'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, l'inflation sous-jacente à 2,6%, qui est la prévision pour 2025, on pourrait avoir un dérapage à ce niveau-là. D'autant plus que le président de la Fed, Jérôme Powell, son mandat arrive à échéance en 2026. Et donc l'administration Trump avait déjà, pendant la campagne, annoncé une reprise en main de la politique monétaire pour soutenir la croissance. Donc là, je pense que c'est un risque qui est assez important. À moyen... alors, évidemment, l'évaluation du risque écologique. Oui, c'est ça, avant qu'on passe au moyen terme. On voit très bien qu'avec les différentes catastrophes que l'on a dans les différents pays, ça donne un boost, une stimulation de croissance à court terme, parce qu'il faut reconstruire. Mais derrière, évidemment, ça endommage parfois durablement l'outil productif. Et donc là, effectivement, une accentuation de ces catastrophes climatiques, évidemment, baisserait davantage les perspectives de croissance. À moyen terme... D'autant plus que les politiques en termes écologiques sont très différentes selon les zones. Oui, et ça risque de s'accentuer encore entre l'Europe et les États-Unis. Alors justement, à moyen terme, vous vouliez en parler, est-ce qu'il y a des risques, et plus particulièrement géopolitiques? Alors, très certainement. Maintenant,
bien malin celui qui peut prévoir l'évolution des différents conflits qu'on connaît actuellement. On parle également aussi, dans une résolution Ukraine-Russie, d'une mainmise ou une tentative du moins de la Chine de reprendre possession de Taïwan. Tout ça est assez nébuleux, est assez compliqué à prévoir, mais c'est certainement un risque assez important. Un autre risque qui, moi, me paraît très important et peut-être un peu plus facile à cerner, c'est le risque de dérapage budgétaire. On pourrait très bien avoir des finances publiques encore plus détériorées que ce qu'on prévoit aujourd'hui, liées au vieillissement de la population, transition climatique et autres. Juste pour vous donner un exemple, c'est que si au niveau mondial, on vise la neutralité carbone en 2050 et que c'est financé uniquement par le budget des États, en fait, on augmenterait la dette publique mondiale, qui est déjà très élevée, de 45% supplémentaire. Et donc, on aurait un renchérissement équivalent du coût de la dette pour les différents pays. Et alors, l'alternative, c'est de se dire, on garde les finances publiques sous contrôle, et donc on ne finance pas totalement la transition écologique. Oui. Et bien là, on n'aurait qu'une diminution de 40% seulement des émissions carbone. Donc on n'atteindrait pas la neutralité carbone en 2050. Donc là, il va y avoir un choix assez important à faire. On estime aujourd'hui, pour un pays comme la France, que le coût de la transition écologique, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, serait de 0,3 points de croissance par an. Donc on prévoit une croissance de 1,2%. Wow. On retire 0,3, ça fait 0,9. Si le coût de financement de la dette reste durablement en termes réels au-dessus de 0,9, on a une auto-alimentation de la dette. Donc là, il va y avoir de vrais sujets sur la table courant 2025. Et ce qui était intéressant, que vous avez souligné il y a quelques instants, c'est aussi le vieillissement de la population selon les zones aussi, en plus. Ça a un impact. Oui, absolument. Donc la Chine, qui est un des pays les plus vieillissants à l'heure actuelle. Au sein de la zone euro, c'est évidemment l'Allemagne et l'Italie. Et aussi, pas seulement le coût en termes de finances publiques du vieillissement de la population, le coût de la retraite, mais également les frais médicaux. Bien sûr. Si on prend simplement la partie retraite, quand on regarde les différents pays, ça c'est une estimation de la Commission européenne, mais aussi du gouvernement allemand. Aujourd'hui, on a une dette en deçà de 60% du produit intérieur brut pour un pays comme l'Allemagne. Si on prend en compte toutes les retraites qui ne sont pas encore financées au jour d'aujourd'hui et qu'on combine ça avec le vieillissement de la population, on pourrait faire x2 jusqu'à x3 d'ici 2060 le niveau de dette publique de l'Allemagne. Donc là, il y a un sujet assez important. Est-ce qu'on peut se projeter encore à plus long terme, en termes de risque et peut-être de risque budgétaire ? Oui, le risque budgétaire va rester, je pense, de manière subliminale pour les 2-3 ans qui viennent, mais à l'aune de ce qui sera décidé pour la transition écologique, pour les retraites et plus globalement sur les investissements, subsides ou non pour adopter la transition numérique, le risque est effectivement qu'on ait des croissances molles et très faibles et un coût de la dette qui se surenchérit parce que les gens réallouent le risque dans leur portefeuille. En tant qu'économiste, ainsi que vos confrères, j'imagine que vous planchez sur les scénarios qui vont du meilleur jusqu'au pire, j'imagine, non, pour vous projeter? Oui, alors moi, pas directement dans le Conseil national de productivité, c'est plutôt en termes de recommandations
pour éviter le pire, ce qu'il faut faire. Mais effectivement, il y a des scénarios. Aujourd'hui, quels que soient les scénarios que l'on envisage et les chiffres de croissance, c'est que clairement les risques sont à la baisse. C'est-à-dire une croissance plus faible, une inflation plus élevée et plus de fragmentation et un monde de plus en plus multipolaire. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a consensus. Alors, pas sur le degré d'amplitude de chaque risque, mais sur le fait que les risques aujourd'hui sont plutôt à la baisse qu'à la hausse pour la croissance. Avant de parler, pour terminer, avant de rejoindre les rooms des élections américaines, entre autres, après cette analyse, est-ce qu'on a quand même un petit rayon de soleil à avoir, un petit peu d'espoir, de choses positives? La chose positive, c'est ce que, paradoxalement, ce que je mentionnais comme facteur à risque. Je pense que c'est la bienveillance des banques centrales. Ouais. Alors, si elles vont trop loin, ça crée de l'inflation et ça peut créer de l'instabilité macroéconomique. Mais je pense qu'elles ont démontré depuis 2007 même la Banque Centrale Européenne, qui officiellement n'a qu'un objectif de stabilité des prix, les banques centrales dans le monde ont montré qu'elles veillaient également à la croissance. Elles sont bien au courant et au fait du risque d'instabilité financière qui émanerait des finances publiques. Et donc, la lueur d'espoir, c'est que finalement, on va avoir une croissance relativement décente en zone euro, très bonne aux États-Unis. Et le risque finalement chinois, c'est quand même un pays qui est en monnaie semi-convertible, il y a contrôle de capitaux. L'endettement de l'ordre de 270% du produit intérieur brut, tout secteur confondu en Chine, est focalisé sur les entreprises, mais la Chine reste malgré tout un pays où il y a beaucoup de réserves de change qui permettraient d'essuyer pas mal de pertes. Donc la Chine également, le gouvernement, en tout cas les autorités chinoises, ont montré que leur compréhension des risques à terme et on leur connaît un pragmatisme qui pourrait éviter le pire. Maintenant qu'on a l'intégralité des résultats aux États-Unis, quel est l'impact justement de ces élections américaines? Alors, le programme n'est pas encore totalement précisé, mais ce qui ressort, c'est quand même deux points importants. C'est évidemment plus de protectionnisme. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure au niveau des tarifs douaniers. Et l'autre question, c'est évidemment l'immigration. Oui. Faut savoir que... Il y a eu des déclarations fortes de Trump là-dessus, quand même. Oui. Et alors, l'immigration illégale aux États-Unis est très importante dans la main-d'œuvre. Donc, la retirer du jour au lendemain ferait augmenter les salaires et générerait ce cycle d'augmentation de l'inflation, voire de dérapage inflationniste. Alors que dans le même temps, la croissance liée aux exportations sera bridée par l'augmentation des tarifs douaniers. Donc ça, c'est un élément qu'il faut absolument regarder et suivre au jour le jour. Et dès que le programme économique sera précisé et détaillé, on pourra évaluer ce risque-là. Et pour terminer, en ce qui concerne l'instabilité politique, aussi bien en Allemagne qu'en France? Alors, l'inconvénient de cette instabilité, c'est le statu quo. Alors, en France, le gouvernement Barnier a des ambitions de faire passer certaines réformes. Ce qui est important du côté allemand, c'est regarder l'impact de cette instabilité politique pour la stimulation économique. On sait que l'Allemagne a des besoins d'investissement en infrastructure, besoin d'investissement pour la transition écologique. La tradition allemande, je vais dire, était de faire des opérations hors bilan via des véhicules spéciaux qu'on appelle SPV en anglais, pour financer la dette Covid, la transition écologique. Et il y a 2 ans, la Cour constitutionnelle allemande a mis un coup d'arrêt à ce mécanisme en disant que c'était anticonstitutionnel et qu'il fallait mettre
dans le budget officiel toutes ces mesures-là. Pourquoi c'est important? Parce que l'Allemagne est obligée de se réformer pour s'ajuster au nouveau monde, qui est un monde moins exportateur, moins basé sur la Chine. Et ils ont ce fameux frein à la dette dans leur constitution qui les empêche d'avoir un déficit structurel de plus de 0,3% du produit intérieur brut, et ce qui bloque pas mal de décisions. Alors, certaines anticipations dans le marché ont tendance à dire le nouveau gouvernement CDU-CSU, donc centre droit, qui va arriver, va faire sauter cette règle. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait... parce que, en fait, si vous regardez d'abord les sociodémocrates CDU-CSU, ils sont pour la rigueur budgétaire. Hein, c'est un peu le jeu que jouait le ministre des Finances, Christian Lindner. Et si vous regardez la configuration du Parlement, vous avez des partis comme l'Alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, parti d'extrême droite, qui lui veut carrément ramener le niveau de dette publique à zéro. Donc on a quand même des tendances dans le Parlement qui ne sont pas en faveur d'un laxisme budgétaire. Donc je pense que le meilleur scénario qu'on pourrait envisager, c'est de dire, aujourd'hui ils ont cette règle de 0,3% du PIB comme plafond du déficit structurel. C'est sur une fenêtre de 1 an, calendaire. Moi, je pense qu'au mieux, on pourrait espérer qu'ils gardent cette règle-là, mais qu'ils le mettent sur la durée du mandat du gouvernement, donc 4-5 ans. Je pense que c'est le mieux qu'on pourrait obtenir. C'est peut-être une chance pour l'Europe, parce que ce qui ne pourrait pas financer au niveau national pour la transition écologique, peut-être qu'il serait un peu plus ouvert à des programmes européens. On va suivre ça de près. Merci Alain. C'est le moment maintenant de passer au room.